Le deuxième temps fort sera observé à Kong, une des étapes de la visite. Ici, c'est une délégation de Gagnoa, ville natale du président Laurent Gbagbo, qui vient accueillir et saluer le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes également chez nous, à Caen. Nous voulons ainsi vous dire que nous sommes avec vous. Nous vous appuyons dans votre politique qui consiste à rassembler les Ivoiriens et tous les Ivoiriens pour que nous allions à la réconciliation préalable à tout développement. Donc, au nom de toutes ces délégations, je suis heureux et fier de vous adresser ces quelques mots pour vous soutenir et, en ce qui me concerne personnellement, vous inviter à Gagnoa, dans la région du Go, pour y effectuer une visite d'État. C'est le village de votre frère Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, vous êtes des frères. Nous, parents, nous sommes condamnés à vous appuyer pour que la réconciliation de façon inclusive soit effective, pour que vous puissiez réaliser votre programme. Vous avez raison, chef de canton, de dire que Laurent Gbagbo est mon frère. C'est vrai, c'est mon frère. Et nous avons été très proches dans nos relations personnelles et politiques. Et la politique sépare quelquefois, mais la fraternité ne peut pas être dissoute. Je voudrais donc vous rassurer et dire que j'accepte votre invitation d'aller à Gagnoa en visite d'État. Enfin, ce qu'on peut retenir comme dernier temps fort de l'événement, c'est bien sûr le dernier meeting à Korogo. L'adresse du chef de l'État aux Ivoiriens, sa volonté de vouloir briguer un deuxième mandat. Jusqu'en décembre, janvier, en fait, j'avais décidé de ne faire qu'un seul mandat. Et quand j'ai vu un peu la profondeur des dégâts et le fait que nous avions perdu pratiquement une année, je me suis dit que je m'en voudrais de ne pas essayer de demander et de le faire le plus tôt possible, un deuxième mandat, pour avoir le temps nécessaire pour régler les problèmes de fond d'abord, que nous connaissons tous, les problèmes du quotidien des Ivoiriens, hisser la Côte d'Ivoire au niveau auquel elle doit être, et faire en sorte que nous ayons une véritable stabilité sur une longue période. Et à l'opposition, l'appel à la réconciliation. Depuis Korogo, la capitale du district de Savane, au milieu de mes parents, je voudrais une fois de plus lancer un appel et inviter nos frères, nos amis du Front populaire ivoirien à entrer dans le processus de paix. Oui, je leur demande de prendre le train de la paix. Le train de la paix a pris de la vitesse. C'est un train qui va à vive allure et je souhaite que tout le monde soit à bord. Nous ne voulons plus d'exclusion en Côte d'Ivoire. Oui, il faut que le FPI, parti courageux avec le multipartisme, qui a eu la force de contester le parti unique, ait la force, je parle bien sûr de ses dirigeants, de demander pardon aux victimes, aux parents des victimes. Ceci est indispensable. Et vous savez, cela permettra aux victimes de faire leur deuil de la triste crise post-électorale. Dans notre culture ici, dans toutes nos religions, chrétiennes, musulmanes, animistes, on nous dit que le pardon grandit. Donc, je sais que les Ivoiriens sont prêts à tourner la page. Et ils attendent ce geste d'humilité de la part de certains du Front populaire ivoirien. Mes chers parents, ce geste d'humilité doit permettre d'aller plus en avant dans la réconciliation, dans le rassemblement des Ivoiriens, de faire en sorte que notre pays sorte de la violence, du cycle de violence
qui a fait tant de mal à la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le ministre, vous avez écouté le président de la République. Vous regardez ces images-là que vous n'avez pas pu voir parce que vous étiez de plein pied dans l'organisation de cette visite historique. Le président a parlé des réconciliations. Vous voulez intervenir encore là-dessus? Oui, allez-y. Oui, parce qu'on a parlé on se posait la question tout à l'heure de savoir s'il avait préparé. Vous savez, la réconciliation est devenue pour le chef de l'État une obsession. Et rares sont les interventions où il ne parle pas de cette réconciliation, parce qu'il sait que c'est un préalable, aussi bien pour le développement que pour la pérennisation de son œuvre. Je crois que ce qu'il a voulu passer comme message, il va voir ses parents qui ont beaucoup souffert de cette crise et qui, pour certains, ont beaucoup de récriminations. Que va-t-il leur dire? Sinon, leur demander d'aller à la réconciliation. Il a posé la question, je ne sais pas si c'est à Ouangolo ou... Mais si nous n'acceptons pas la réconciliation, qu'allons-nous faire? Quelle est notre alternative, j'ai dit? Quelle est l'alternative à la réconciliation? Je crois que le fond de la question est là. Nous devons vivre ensemble. Nous n'avons pas de choix que de vivre ensemble. Mais si nous ne voulons pas nous réconcilier, qu'est-ce que nous allons faire d'autre? Donc c'est un passage obligé, mais et en même temps, devant ses parents, il adresse un autre message au Front populaire ivoirien et qui leur dit, demandez, confessez-vous et vous serez exaucés. Et la Côte d'Ivoire va guérir. Je crois que ce message à l'adresse du Front populaire ivoirien, au-delà de toute considération politique, devrait amener nos amis du FPI à faire une analyse en profondeur. Quand il dit que cela nous permettra d'aller plus loin, je crois pour moi ça a un sens. Alors, il y a des cadres de ce parti qui sont en prison et je crois qu'il est temps de penser à tourner la page. Et tourner la page, il faut reconnaître son tort et à ce moment-là libérer tout le monde pour permettre de poser des actes qui permettent d'avancer, d'aller plus loin. Je crois qu'il ne peut pas dire plus que cela. Je crois que la balle est dans le camp du Front populaire ivoirien. Et il faut que véritablement que nous puissions arrêter cette spirale, cette négation qui n'amène pas, qui ne fait pas avancer le pays. Alors, avec vous, Jean-Claude. Oui. À ce sujet-là, c'est plutôt une solution que le président donne au FPI. Parce qu'au milieu des différents partis, c'est-à-dire les deux partis, il y a les victimes. Il y a les victimes. On demande d'amnistier tout le monde. Alors que, qu'est-ce qu'on fait des victimes? Le président a saisi le discours. Et il demande au Front populaire ivoirien, écoutez, aidez-moi véritablement à résoudre ce que vous me demandez, à régler ce que vous me demandez. Si vous demandez pardon aux victimes, vous faites déjà un grand pas dans en tout cas dans ce processus-là, dans ce que vous me demandez. Et c'est ce que le ministre d'État ici voulait expliquer. C'est-à-dire le président, en demandant au FPI de demander pardon aux victimes, c'est une manière pour lui de dire au FPI, aidez-moi véritablement à pouvoir résoudre le problème. Parce que lorsque vous demandez pardon aux victimes, vous me donnez maintenant la force, la capacité de pouvoir aller plus loin, de pouvoir régler certaines choses que vous me demandez. Mais tant que vous ne le faites pas, et que vous êtes dans un négativisme qui véritablement n'a pas sa raison d'être, il est vraiment difficile, en tout cas, de vous absoudre dans de tels cas. Voilà un peu ce que le président voulait. Alors, très bien, nous allons aborder un autre temps fort. Ou bien voulez-vous, Claude? Non, c'est pratiquement ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est dans un climat de méfiance et d'intolérance. Comment peut-on émerger en restant dans ce climat de méfiance et d'intolérance? C'est vrai que de part et d'autre, il y a des pas à poser, il y a des actes à poser de sorte à rassurer tout le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour englober cela, il faudrait qu'on arrive à bâtir une nation et que l'orgueil personnel
s'estompe un tout petit peu. Chacun de nous a connu des sinistres, chacun de nous a connu des dommages quelconques. Il y a beaucoup de familles qui aujourd'hui n'ont pas encore fait le deuil de leurs parents arrachés à leur affection. Mais de toute évidence, la Côte d'Ivoire doit se retrouver. De toute évidence, la Côte d'Ivoire doit réapprendre à se pardonner, réapprendre à s'accepter et à se respecter. Il faut bien que ça commence un jour. Et donc le pardon, la tolérance, mais aussi la justice sont des piliers fondamentaux de la démocratie. Il faudrait qu'on intègre tout cela et que de part et d'autre, des concessions se fassent pour que la seule variable qui vaille et qu'on doit respecter soit la République de Côte d'Ivoire. Si on a pris cela comme repère, tout nous réussira. Mais si nous restons dans des querelles de clochers et de chapelles, bien évidemment, certaines élites vont tirer profit de ces situations, mais le petit peuple va continuer à en souffrir parce que la crise et le conflit ivoirien ne datent pas de 2002. Il est encore plus profond que ce qu'on croit. Donc il faut aller à la réconciliation un jour ou l'autre. Le plus tôt serait le mieux, je pense. Alors le président en a profité également pour annoncer sa candidature pour 2015. Ça a été une surprise pour vous? Analyste que vous êtes? Non, pas du tout. Consultant? Vous le saviez? Non, pas du tout, pas du tout. Le président, avant d'être candidat, est allé voir ses parents, lui dit que je suis candidat. Je vais en tout cas à une bataille. Je viens solliciter vos bénédictions et vos prières. Il est président de la République. Il a l'occasion et véritablement l'opportunité d'être en visite d'État chez lui. Les visites d'État de cette dimension-là, ce n'est pas tous les jours. Vous convenez avec moi qu'il y a d'autres régions encore qui ne sont pas servies, d'autres districts. Donc, il profite encore de l'occasion pour dire à ses parents, bah, écoutez, ce pourquoi j'avais demandé la dernière fois, ça marchait. Maintenant, je veux encore briguer un deuxième mandat. Donc, je vous le dis, afin que vous continuiez de prier pour moi, formuler des prières pour que je puisse véritablement obtenir ce que je souhaite. Donc, en fait, c'est dans l'ordre normal des choses. Ça m'aurait étonné que vraiment... Il en revienne sans annoncer sa candidature. Sans annoncer sa candidature. Très bien, d'autant qu'il a déjà fait. Nous, on a été très surpris. Hein? D'autant qu'il a déjà fait, non. D'autant qu'il avait déjà annoncé à l'extérieur. Il avait déjà annoncé en France et puis au Congo. Et oui, donc, c'est normal annoncé en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. D'accord. Ah, mais c'est sûr de tout, c'est de notoriété publique. Donc, il vient demander la bénédiction de ses parents pour véritablement briguer un second mandat. Je pense qu'à ce niveau-là, les choses sont claires. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Très bien, Claude Saïd. D'accord. Alors, c'est vrai que son annonce paraissait surprenante. Mais au deuxième jour, il a réitéré cette volonté de briguer un second mandat. Et cela, sur un plan purement stratégique, me permet de comprendre ceci. Lorsque le président Ouattara avait été appelé pour prendre en main les rênes du pouvoir, la Côte d'Ivoire, beaucoup de langues avaient dit qu'il y avait une méconnaissance des réalités du pays et que c'était pratiquement une candidature qui était forcée. Cela avait été dit. Je pense que cette fois-ci, de façon stratégique, il annonce de façon indépendante, de façon libre, qu'il est candidat. Première dimension, dimension psychologique. Je l'ai dit, j'ai donc l'impression, je ne le connais pas parfaitement, les camarades de lutte sont présents, le ministre est là, mais je pense que la dimension psychologique dégage de l'homme quelqu'un de perfectible, qui veut aller au bout de ce qu'il entreprend et qui veut réussir ce qu'il entreprend. Donc cela l'amène à prendre son destin en main et à dire « je suis candidat ». De sorte à ce que demain on ne dise pas que c'est sous l'effet, l'impulsion ou la pression de ceci ou de cela qu'il brigue un second mandat. Deuxième point d'analyse, c'est que le président, quand il décide de briguer un second mandat, comprend dans le prolongement du discours de l'édification de la nation qu'il y a quelque chose à léguer. En politique, je fais toujours la différence entre le politicien et l'homme politique. L'homme politique, c'est celui qui marque son époque. C'est celui qui marque sa génération. Et c'est celui qui fait en sorte que son action rentre dans l'intemporalité. Et de par cela, on parle de lui, on retient ce qu'il a fait. Et je pense que le président est en train, en le disant, est en train de faire en sorte que la Côte d'Ivoire amorce l'émergence et qu'après au Faux-Boigny, on retienne que Alassane Ouattara
a aussi œuvré à l'émergence de la Côte d'Ivoire en jetant les bases de l'édification d'une nation. Donc l'un dans l'autre, ce n'est pas du tout surprenant, surtout que, et c'est le dernier point, monsieur le ministre, surtout que dans certains partis alliés, il y a quand même quelques petits bruits de couloir qui ne sont pas de nature à rassurer l'allié objectif qui est le RDR. Donc autant prendre les devants, autant rassurer tout le monde et dire je suis présent, je suis à la barre, je suis prêt à rempiler parce que j'ai beaucoup de choses à apporter. Et cela, tactiquement, est bien joué. Alors, très bien. Vous savez, dans le Nord, les choses sont ce qu'elles sont. Le Nord est une région difficile qui a pu bénéficier de beaucoup d'atouts. Nous allons revenir d'ailleurs dans les acquis qui constituent ici une partie de nos émissions. Mais l'un des problèmes clés du Nord, vous le savez, c'est la production de l'anacarde. Et ça, c'est important. Et du coton. Le plus important, ce n'est pas de produire l'anacarde et le coton, mais comment le vendre. C'est ça qui est important. Et ça a été un souci majeur du chef de l'État. Et un soir, aux environs de 18h, après un meeting, il a décidé de rencontrer les paysans du district des Savanes. Voici le compte-rendu de Jean-Jacques Kwame. La Côte d'Ivoire, le deuxième producteur mondial d'anacarde, est bien classé pour le coton. Et pourtant, les planteurs de ces deux cultures, en majorité du district des Savanes, ne profitent pas des retombées. À ces producteurs, il faut ajouter ceux des mangues, de la canne à sucre et du vivrier qui éprouvent des difficultés. Difficultés liées à l'accès au crédit, d'encadrement et surtout du non-respect du prix minimum garanti. C'est ce tableau sombre qui a été présenté au chef de l'État par les différents représentants du monde agricole du district des Savanes. Répondant à toutes ces préoccupations, le président Alassane Ouattara a rassuré les producteurs. Concernant les cultures essentielles, anacarde et coton, le président Alassane Ouattara a rappelé la structure mise en place lors du dernier Conseil des ministres. Objectif, stabiliser les prix. Les autres produits de la filière agricole du district n'ont pas été oubliés. Plusieurs investissements sont annoncés, notamment au niveau des cultures vivrières. Il y a 27 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour créer les conditions de production en toute saison pour la réhabilitation des barrages. Et 7 barrages vont être réhabilités dans le district des Savanes et ceci à tout prochainement. Ces barrages vont permettre d'aménager 31 000 hectares de terre pour la production du riz, du maïs et des produits maraîchers. Pour parler des infrastructures agricoles, il y a 3600 km de pistes qui seront réhabilitées dans le district des Savanes pour faciliter l'écoulement de vos productions. Nous avons prévu également 64 magasins de stockage des produits agricoles pour le district des Savanes. Ces investissements prévus au PNIA, Plan national d'investissement agricole, ont été bien accueillis par les producteurs et pour montrer l'importance qu'il accorde à la culture, le président de la République a annoncé que dès 2014, l'État va allouer 10% de son budget au secteur agricole et au monde paysan. Monsieur le ministre, cette information vous a fait plaisir, hein, parce que 10% de son budget consacré à l'agriculture au Nord, on doit être bien content en ce moment. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, l'agriculture au Nord a besoin d'un coup de pouce, un sérieux coup de pouce. Les populations sont laborieuses, mais il faut les mettre dans des conditions de production. Et ça, si les paysans sont dans les conditions de production, ben, je crois que la Côte d'Ivoire produira suffisamment, aussi bien pour ses besoins que pour l'exportation. Alors ça, c'était pas une analyse politique, un discours politique, c'était quelque chose de très concret, monsieur. Oui. 7 barrages, 3600 km de pistes qui vont être réhabilitées, c'est beaucoup plus économique et c'est plus sérieux là, en ce moment. Oui. Beaucoup plus. Non, alors beaucoup plus. Je voulais préciser quelque chose. Dans le cadre de la visite d'État dans le district des Savanes, c'est que, et le président l'a très bien compris, l'un des piliers de la réforme de l'État que nous sommes en train de faire, nous, c'est les Ivoiriens, demeure donc l'approfondissement de la décentralisation par la création de régions véritablement autonomes. À partir de ce moment, l'agriculture, qui demeure un des piliers, et pendant longtemps encore, de notre économie nationale, devra faire l'objet de beaucoup d'attention.
un, aller vers la professionnalisation de ces acteurs, deux, essayer d'accroître ses performances et ses rendements. Mais un fait majeur m'a marqué lors de la visite du cycle des savanes. Ils décident de créer un comité de gestion. Mais dès qu'ils viennent sur Abidjan, et ça c'est des informations que nous avons de sources assez intéressantes, ce ne sont pas que des paroles. Il y a un comité de transformation locale de l'ANACAD qui a été mis sur pied. Donc une chose est de produire, une autre est de commercialiser et de transformer. La Côte d'Ivoire produit en moyenne 500 000 tonnes d'ANACAD. 20 millions d'habitants. L'Inde produit 850 000 tonnes. Consomme 850 000 tonnes et transforme 850 000 tonnes. Et a même un besoin. Alors il faut sortir de la gestion traditionnelle, de la production de l'ANACAD et aller à la transformation locale. Cela suppose une industrialisation. Une industrialisation. C'est une longue période. Hein, là, non, le travail a été fait. Et je sais qu'au mois de septembre, les premières conclusions vont être rendues au chef de l'État pour la transformation locale de l'ANACAD. Parce que figurez-vous qu'il y a la noix, l'amande qu'on mange, l'ANACAD, mais la coque de l'ANACAD peut être utilisée comme combustible. L'amande peut être utilisée comme jus, le bissap, le nyamakou, le tomidji que vous buvez. Et les fibres peuvent être utilisées comme dérivés cosmétiques. Un peu comme nous avons beaucoup de savons, beaucoup de produits cosmétiques à base de cacao. Alors quand tout cela se fait, c'est donc un accroissement du revenu du petit paysan qui est dans la zone. Vous comprenez? Donc ce sont des acquis. Ce sont des acquis que la région va bien sûr engranger. Je vous dis que le comité a été mis sur pied et selon les indiscrétions, c'est au mois de septembre, là, le mois prochain, que les conclusions vont être rendues pour la transformation. Donc, aller au-delà de la simple production de l'ANACAD. Est-ce que la même prise en compte a eu lieu pour le coton également? Oui, absolument. Je veux savoir, pour le coton. Oui. J'allais dire qu'il n'a pas seulement que l'ANACAD. L'ANACAD, bon, l'objectif, c'est au niveau de la transformation, c'est d'apporter. La transformation se fait, je crois, autour de 5%. On veut la ramener un peu à 35%. Voilà. Mais au niveau du coton, il y a aussi des mesures. Le coton, actuellement, c'est à plus de 300 000, en tout cas, tonnes. Et aujourd'hui, on veut porter, en tout cas, cette production à plus de 600 000 tonnes par an à partir de 2016. Donc, vous voyez qu'il y a une recherche de plus-value. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'exporter de façon brute, en tout cas, ces différents produits-là. Il faut surtout, véritablement, passer à la transformation. Parce que c'est la transformation qui apporte la plus-value. C'est-à-dire un plus, véritablement, à la richesse des paysans. Et lorsqu'on transporte de façon brute, lorsqu'on exporte de façon brute ces produits, vous constatez qu'il y a la spéculation qui joue et qui fait qu'au niveau des prix même, il y a un problème de contrôle, il y a un problème en tout cas de maîtrise. Et donc, si on arrive à transporter, mais il est clair, si on arrive à transformer, il est clair que, en tout cas, ce sont les paysans, parce que ici, le président son souci, ce sont les producteurs. Ce sont les producteurs. Ce n'est pas forcément, en tout cas, au niveau national, ce que cela peut apporter, mais surtout, comment changer, en tout cas, la situation, le niveau de vie, en tout cas, des paysans. Et c'est ça. Et les paysans se sont plaints, monsieur le ministre, hein, vous avez dit, ils se plaignaient du prix très bas. Oui. Du kilo de l'anacarde par rapport aux pays voisins. La marge était trop grande et c'est un souci qu'ils ont relevé également là-bas. C'est pour cela qu'il faut saluer la structure que le président a décidé de mettre en place, qui sera le répondant de la structure Café Cacao. Donc la structure qui va donc gérer le coton et l'anacarde permettra effectivement d'établir, d'obtenir pour les paysans une pérennisation des revenus, mais en tout cas une garantie de prix minimum. Et ça, c'est important pour quelqu'un qui veut produire. Et si véritablement ne sait jamais à combien il pourra vendre sa production, il est évident qu'il ne sera pas encouragé pour produire. Ça, je crois que c'est un acquis qu'il faut saluer, au-delà même de l'industrialisation qui est annoncée. Mais tout cela doit se faire dans un délai. Il faut aller très vite parce que les paysans, tous les jours, s'en plaignent. Claude, vous savez bien, oui. Oui, c'est pourquoi les réformes ont déjà commencé. Après le Conseil des ministres, en tout cas, qui s'est tenu à Korogo, les différents comités et différentes structures
qui doivent s'occuper véritablement de ces questions-là ont été rapidement mises en place. Et comme l'a dit Claude Saï tout à l'heure, ils vont donner, en tout cas, ils vont rendre la conclusion de leurs travaux. Et je pense qu'à ce niveau-là, la machine va se mettre très vite en place. Parce que le président sait que cela est vital, en tout cas, pour les populations du district de Savane. Voilà. Cependant, un point très rapide. Cependant, pour réussir tout cela, et le président en est conscient, il y a la question du transport de ces produits-là. D'où le reprofilage lourd des routes, emmener vers ces populations mieux-être, ce qu'on appelle les commodités, les bénéfices fondamentaux de toute vie, électricité, santé. Ce ne sont pas que des propos de campagne ou des slogans d'un chef d'État. Ces populations ont besoin d'être en bonne santé. Elles ont besoin d'avoir des routes bien reprofilées pour pouvoir sortir les produits jusqu'au lieu de commercialisation. Ont besoin de centres d'éducation. Donc, du coup, on l'a dit 1000 fois, le développement d'un pays, ce n'est pas seulement des performances économiques, c'est aussi des choix politiques pertinents. Et le président, quand il le fait, c'est assez intéressant. Et je propose qu'on revienne très rapidement, Monsieur le ministre, aux anciennes structures d'État, la SATMASI, pour que les intrants se fassent de façon assez gratuite, la mise sur pied de la motoragri, pour la prise en compte de tous ces outillages-là. C'est cela. Et lutter contre la disparité régionale, c'est un des principes même du développement d'un pays. Oui, au sujet même des routes, il a dit tout à l'heure, le président l'a dit tout à l'heure dans l'élément que nous avons vu, c'est 3600 kilomètres qui sont reprofilés. C'est-à-dire les 10 départements auront plus de 100 kilomètres, en tout cas reprofilés, et ça a déjà commencé. Vous prenez par exemple la voie Fait-Kékong qui fait plus de 100 kilomètres. Avant c'était 10 heures de route, mais aujourd'hui c'est à peine 2 heures de route. Et ça continue, et vous voyez qu'au niveau de la voirie, au niveau de l'axe, le tronçon Bundiali-Tengrela, on est à 50 km de Tengrela, on a bitumé jusqu'à 50 km de Tengrela. Korogo, qui est le chef-lieu en tout cas du district, a obtenu dans le cadre du PPU, en tout cas 10 km de bitume. Elle avait déjà obtenu 8 km. Nous allons revenir parce qu'on a un élément sur les acquis qui nous permettrait de noter, en tout cas pour les téléspectateurs, ce que le Nord, le Grand Nord a pu obtenir au cours de cette visite. On reviendra là-dessus. Soyez-en rassurés. Mais pour l'heure, le président de la République, vous le savez également, mesdames et messieurs les téléspectateurs qui n'étaient pas seuls, c'était une visite d'État. Donc à ses côtés, il y avait madame. Mais madame a fait parler son cœur. Voici les points essentiels des 6 étapes parcourues par madame Dominique Ouattara avec les mains chargées. Compte rendu Thomas Bingueza. La villégiature et le safari photo n'ont pas eu droit de citer dans le programme de la première dame Dominique Ouattara, aux côtés de son époux, le président de la République Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans le district des Savanes. Du premier jour de visite jusqu'à la fin du programme de l'événement, c'est une dame de charité, un apôtre de bienfaisance au féminin qui est allé à la rencontre des populations. Elle y est allée avec un cœur d'or. Que ce soit à Korogo, dans des bidonvilles, dans le village de Ngaseregue, dans le département de Ouangolodougou. Chers parents, votre fils, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, maire de Korogo, secrétaire général à la présidence, connaît le président Alassane Ouattara et moi-même depuis près de 25 ans. Toutes ces années durant, il a fait preuve d'une confiance et d'une fidélité remarquables. Sa constance et son engagement lui ont valu d'être appelé le fidèle des fidèles. C'est un homme d'une droiture exemplaire. À Kouto, où elle a inauguré un jardin d'enfants. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour vous embrasser et surtout inaugurer ce centre maternel et voir mes petits. Le président Alassane Ouattara, qui est en ce moment même au meeting, m'a dit de vous dire qu'il vous embrassait très, très, très fort. À Gbon, où elle a inauguré le collège d'enseignement féminin. La stratégie de lutte contre la pauvreté, j'insiste particulièrement sur la scolarisation de la jeune fille. Nos filles de la région de la Bagoué
ont à leur portée une école qui leur permettra d'avoir une formation technique adaptée aux réalités de l'emploi, gage d'une insertion professionnelle réussie. À Kong, tout comme à Ferkessédougou, où elle a inauguré la salle multimédia du lycée de la ville. Dominique Ouattara a donné avec beaucoup de plaisir. Autant qu'elle le pouvait, la première dame a comblé beaucoup de cœurs. Et comme le président de la République a pu le souligner au cours de son meeting de Korogo, le temps manquerait pour établir de façon exhaustive la liste des actions de bonté que la première dame a pu mener au cours de ce voyage. Comme ce fut avec son époux, c'est aussi avec beaucoup de joie et de reconnaissance que les populations ont communié avec la première dame Dominique Ouattara au cours de l'expédition du district des Savanes. C'est vrai, quand vous faites l'économie, des chiffres, on aurait pu les donner, le nombre d'ambulances, le nombre, disons, d'argent donné aux communautés les plus défavorisées. Ce qui est important et intéressant d'ailleurs, c'est que la première visite, dès qu'elle est sortie, Madame Dominique, elle est allée dans un quartier défavorisé du Korogo. Et ça, c'est un acte qui nous a marqué, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est, vous savez, la première dame, tout ce qui concerne l'enfant, c'est sa préoccupation. Elle s'occupe de l'enfant depuis la mère jusqu'à l'accouchement, puis à l'école. Tous les dons qu'elle offre couvrent tous ces cheminements. La femme en grossesse, l'enfant, ça s'occupe des maternités, tout ça, l'école, etc. Tout ce qui concerne donc l'enfant, elle fait tout pour que ces dons, ce qu'elle offre, permet effectivement d'avoir des retombées sur l'enfant. Mais vous avez parlé de 6 étapes tout à l'heure, mais il n'y avait pas que ça, parce que avant son arrivée, sa directrice de cabinet a fait le tour des autres départements. Là où la première dame ne pouvait pas arriver, elle a fait le tour de tous les 10 départements pour remettre effectivement les dons au niveau de chaque chef-lieu du département, bien entendu à répartir entre les différentes sous-préfectures. Donc, vraiment, elle est dans son élément lorsqu'il s'agit de l'enfant. Et véritablement, je crois que je pourrais dire que c'est, comme les enfants le disent, notre maman, mais c'est vraiment une mère au sens plein du terme, dans la mesure où elle s'occupe de tous les enfants. Elle ne s'occupe pas que de ses enfants, mais elle s'occupe des enfants et de tous les enfants, handicapés ou non. Toutes ces actions apportent du baume au cœur des populations. Oui, apporte du baume au cœur des populations. Il y a 2 couches vulnérables dans ces régions-là, dans ces régions éloignées des centres de décision comme les capitales. Ce sont les femmes, ce sont les jeunes. Et apporter des cadeaux, venir avec... Le thème cadeau ici même est pour moi inapproprié. Venir avec des outils qui permettent à ces populations-là de se prendre en compte, ce sont des choses à faire. C'est cela aussi le sens des visites d'État. Vous voyez, aller au contact des populations, leur apporter, comme un bon père de famille, comme un bon chef d'une république, apporter ce qu'il faut aux populations pour leur dire nous sommes avec vous. Mais en même temps, sur un plan purement économique, quand Madame la Première Dame va dans ces villages, va auprès de ces couches vulnérables, c'est de les aider à avoir ce qu'on appelle, à s'adonner aux activités génératrices de revenus. Dès que ces populations ont cette facilité de ces AGR, les activités génératrices de revenus, vous allez voir que nous arriverons à stabiliser un tout petit peu les difficultés financières quotidiennes que ces populations-là vivent. Mais je voulais rappeler quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec Korogo, mais qui va dans la même ligne. C'est le fait qu'en Côte d'Ivoire, on ait créé de façon spécifique un centre médical pour les maladies liées de façon spécifique à la femme et à l'enfant. Les problèmes de col de l'utérus, les problèmes du cancer du sein, les problèmes
ce sont des maladies spécifiques aux femmes. Vous faites allusion à l'hôpital. À l'hôpital mère-enfant de Bézerville. Mère-enfant de Bézerville, je vous voilà. vois. Oui, ce sont des choses qu'il faut effectivement encourager. Donc quand elle part, en plus des cadeaux qu'elle donne, il y a quelques fonds qui sont mis à la disposition de ces femmes, de sorte à ce qu'elles s'adonnent à des activités génératrices de revenus. C'est à saluer. Moi, je voulais dire que l'activité, en tout cas, de la première dame ne m'étonne pas. C'est une dame vraiment qui apporte le complément qu'il faut, en tout cas à son mari, qui est le chef d'État. Et ça ne date pas, en tout cas, d'aujourd'hui. Ça ne date pas du fait qu'il soit... C'est depuis 1998 que ça a commencé, avec la Fondation Children of Africa. Et elle a toujours fait, elle a toujours, en tout cas, fonctionné ici, a toujours apporté ce qu'il faut, ce que son mari fait au niveau macro, si je peux m'exprimer ainsi, elle a fait au niveau micro. Elle s'occupe plus du social, s'occupe plus des couches, en tout cas défavorisées et démunies. Et vraiment, elle apporte ce qu'on appelle sa contribution, qui est quelque chose de formidable, je pense, au niveau, en tout cas, national. Voilà. Alors, quand le chef de l'État se rend dans une région, c'est important, dans le district de Sévan, le chef de l'État est allé pendant une semaine. Nous avions vu circuler beaucoup de véhicules. Nous avions vu beaucoup d'actions être posées. À la vérité, la question que nous nous sommes posée, quels sont les acquis de cette visite d'État dans le district des Savanes? Voici un résumé de Thomas Biguesson.